Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, j'ai pas un, mais deux invités. Bonjour Antoine, bonjour Alex. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Moi du coup c'est Antoine du compte Cerveau Musclé sur Instagram. Je suis kinésithérapeute et mon but sur Instagram c'est de venir casser quelques idées reçues autour de la kinésithérapie et de la santé et de te casser les pieds. Oui, mais j'ai pire que toi pour me casser les pieds, j'ai mes chaussures. Moi, je suis masseur kinésithérapeute aussi et je fais un doctorat à Montréal et je suis sur le compte CliniGuide où en fait j'essaye de retranscrire des recommandations de guides cliniques pratiques dans les cas qu'on peut rencontrer dans notre profession. Parce que nous, kinésithérapeutes, on est censé s'appuyer sur les dernières connaissances de la science pour proposer un soin adapté à nos patients dans la triade BP. Donc le BP c'est un concept de la fin du XXe siècle, notamment introduit Très par loin. très exact, ça ne nous rajeunit pas, et introduit par un certain monsieur Sackett, d'accord. Et lui il disait en gros que pour prodiguer les meilleurs soins possibles, le but c'était justement de s'appuyer sur ce qui avait été prouvé scientifiquement et cliniquement. D'accord. Donc de voir qu'est-ce qui fonctionnait dans les essais cliniques, etc. etc. Ça s'appuyait aussi sur l'expérience du thérapeute pour choisir éventuellement quel traitement appliquer, etc. Et sur les attentes et préférences du patient. En gros, le BP, l'Evidence-Based Practice, c'est ça. Et du coup, Alex, est-ce que tu peux confirmer que dans les guides cliniques, en fait, on s'appuie beaucoup sur la science? En fait, ces recommandations sont des synthèses de divers articles scientifiques. En fait, c'est des comités scientifiques qui, pour une pathologie donnée, vont recenser toutes les formes d'articles qui puissent exister à ce sujet. Et en fait, ça permet pour une pathologie, on a plusieurs traitements qui sont proposés et faire finalement la synthèse de l'efficacité supposée de chacun de ces traitements par rapport à la pathologie donnée. Et moi, ce que j'aurais besoin que vous m'expliquiez, puisque donc toi, tu es doctorant, il me semble que tu fais aussi un master, toi. Donc, J'ai fini mon master, je suis doctorant aussi. Tu es doctorant aussi, donc vous êtes à fond dans la littérature scientifique. Et moi, quand on parle, souvent, on a un peu ce gap qui nous sépare entre nos mains et notre cerveau. Finalement, qu'est-ce qu'on écoute? Dans tous les cas, tu vas écouter ton cerveau. Parce que même si tu sens sous tes mains, ça reste une interprétation cérébrale. On est d'accord, mais est-ce que du coup, tu ne penses pas que l'interprétation cérébrale qu'on a de ce que ça sous nos mains, grâce à l'expérience acquise au fil et à mesure de nos années, a une valeur quand même? Même si elle n'est pas scientifique, est-ce qu'elle a quand même une valeur? Si je te réponds ce que je peux en penser, je dirais que j'en sais rien. En toute Merci. honnêteté. En toute honnêteté. Si je te réponds de ce qui a été étudié dans la littérature, je te dirais non, c'est pas fiable. Avec mon expérience, du coup, de thérapeute d'ostéopathe, de thérapeute manuel, de viscéral. Alors, le viscéral, c'est ultra controversé. Les études scientifiques disent que ça n'a pas de valeur. Et pourtant, moi qui fais de la périnéologie, c'est comme ça que je soigne mes patientes au quotidien et que je leur permets d'aller mieux. Alors, je prends tout en considération, toutes les études. Il y a le côté placebo, le simple fait de venir me voir et de reposer à moi leur confiance. Ça, j'en ai conscience. Il y a le côté de les écouter, d'écouter leur psychologie, d'écouter leur douleur, etc. Ça, j'en ai conscience. Mais moi, et là où j'ai pas l'impression d'avoir trop de biais, c'est que la première fois où je les vois et je touche leur abdomen, j'ai quand même des informations réelles. La tension des organes, etc. Et c'est aussi un examen clinique que les médecins utilisent. Les gastro-entérologues, les généralistes, ils font un examen de l'abdomen, ils écoutent les bruits, ils écoutent la résonance. Donc du coup, est-ce qu'on met complètement l'examen clinique de côté? Est-ce qu'on le met de côté? Non, pas forcément. En fait, tout dépend de ce que tu cherches, dans quel but tu veux le faire. Maintenant, l'idée, ce qui pourrait être hyper intéressant, c'est quand on voit quelqu'un, on ne te dit pas ce qu'elle a. Peut-être même qu'elle est 100% saine. Est-ce que tu ne trouverais pas quand même, tu sais, des tensions, des choses comme ça? Parce que... En tant qu'ostéopathe, je peux te dire que j'en trouverai. Bien sûr, mais parfois aussi, si tu veux, comme les gens viennent nous voir dans une démarche de soins, nous, automatiquement, en tant que soignants, on va se dire, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Nécessairement. Et nécessairement, je vais trouver quelque chose, ou du moins avoir envie de trouver quelque chose. Pour ma pratique, je pense que de toucher, pour un examen, m'apporte très peu de choses. Ou je le fais en tout cas en tant que rituel, parce que comme tu l'as dit, tout ce qui est médecin, etc., ils touchent le patient. Les gens, quand ils vont chez un médecin, ils s'attendent à être examinés. C'est un véritable rituel dans nos sociétés occidentales. Donc du coup, au moins pour, si je puis dire, faire plaisir au patient et avoir son adhésion thérapeutique, je vais toucher le patient. Il faut distinguer aussi les raisons pour lesquelles les patients viennent et aussi en fonction des pathologies sous-jacentes.
Par exemple, tout ce qui peut être au niveau pneumo, évidemment qu'un examen, ça va être obligatoire, qu'on va devoir écouter les poumons, que ça peut être que de l'imagerie pourra être nécessaire derrière, etc. Là-dessus, c'est évident, puis la science nous confirme tout ça. Comme je l'ai dit, je viens d'une génération qui ne sait pas lire les études scientifiques. Je me fais violence, j'ai du mal avec l'anglais. J'ai besoin de gens comme vous qui les lisent, qui les condensent, qui en font des guides cliniques sur lesquels je peux me reposer. Mais j'ai quand même mon expérience de thérapeute. J'ai, je crois, une empathie qui me permet d'accompagner les femmes parce que c'est majoritairement des femmes que j'accompagne avec une prise en charge globale et pluridisciplinaire qui font mes qualités de soignante. Longtemps, je l'ai mis de côté, la science. Je l'intègre de plus en plus parce que j'ai fait quand même un DU et un médical et qu'on s'appuie sur la science. Mais je ne crois pas qu'il y ait de guéguerre à faire, en fait. Là où peut y avoir une grande incompréhension et intergénérationnelle et même intragénérationnelle, c'est que certaines personnes peuvent croire que on peut, vis-à-vis de ces études, que c'est imposer ce traitement-là. Non, c'est juste dire, bah écoutez, pour une pathologie donnée, avec cette forme d'expression de pathologie, on sait que si vous effectuez tel traitement, bah, il y a de grandes chances que vous ayez tel type d'amélioration. Pour autres pathologies, il peut y avoir des améliorations, mais ça s'exprime chez moins de personnes ou quand ça l'est, ça a l'air de moins bien marcher. Mais quand on ne parle pas d'un type de traitement, ou il y a eu des études qui disent non, ça ne fonctionne pas, ça ne change rien, tu parlais de placebo, on n'a pas d'effet plus efficace que si on faisait rien ou que si on administrait un placebo, ça donne aussi des indications sur qu'est-ce qu'on peut éviter de faire pour éviter de perdre du temps face aux patients. Mais après, c'est une question de hiérarchie, c'est une question aussi d'expérience personnelle et d'expérience du patient. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément exclure. Il y a des gens, on va y avoir des traitements qui vont paraître complètement aberrants, mais pour qui ça va quand même fonctionner. Finalement, il ne faut pas exclure la clinique, loin de là. Tout au long de notre vie, on se fait une expérience de thérapeute qui est à considérer. Il faut écouter le patient, ça on ne le redira jamais assez. Mais nous, notre rôle de thérapeute, c'est vraiment de se poser à minima sur les guides cliniques et au mieux sur les études scientifiques pour proposer le traitement le plus efficace, le plus rapide et celui qui permettra aux patients d'aller mieux le plus rapidement possible en fait. C'est l'idée, c'est ça. Merci à Antoine, merci à Alex. Merci à toi. Merci à toi. Et j'espère que ça vous a plu, que si vous êtes thérapeute, ça vous a remis en question, ça vous a permis de réfléchir. Si vous êtes patient, ça vous a aussi permis de comprendre pourquoi des fois on vous donne un traitement qui vous correspond peut-être pas, vous n'avez pas envie de ça, mais nous on pense que c'est mieux pour vous. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.